Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui le privilège de recevoir Tristan Banon. Tristan a bien des casquettes. Romancière, essayiste, journaliste. Elle est aujourd'hui très présente dans les médias pour évoquer son dernier essai, La paix des sexes. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'apaisement des rapports hommes-femmes, plaidoyer qui repose notamment sur une valeur aujourd'hui tellement menacée, la nuance. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai souhaité recevoir Tristan, car Fortitude se veut aussi le défenseur de la nuance à travers les parcours, les personnalités si variées de mes invités, qui révèlent à quel point il est vain de tenter de loger les individus dans de simples cases, qui les conduisent d'ailleurs le plus souvent à s'opposer. Et dans le combat nécessaire pour le droit des femmes, la nuance ne doit surtout pas être oubliée, au risque de générer de nouvelles ségrégations. Et c'est précisément ce que nous explique aujourd'hui Tristan. Mais j'ai aussi souhaité la recevoir pour parler, bien entendu, d'un autre thème qui m'est cher, celui de l'adversité. Que ce soit au cours de son enfance, au cours de laquelle elle a été maltraitée par sa nourrice, ou plus tard lors de son agression par Dominique Strauss-Kahn et des suites de celle-ci, Tristan a régulièrement affronté l'adversité, et elle y est encore confrontée. En effet, ses thèses en faveur de l'ouverture ou de la liberté ne sont pas forcément bien reçues par une frange très active des acteurs de la vie publique. Elle nous partage aujourd'hui ses combats, ses convictions, et elle nous offre à cette occasion une bouffée d'intelligence et d'espoir que je trouve bien salutaire en cette période. Bonjour Tristan. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de Fortitude. Merci à toi de m'avoir convié. Tu as aujourd'hui 42 ans, tu es mère de Tout à deux fait. enfants, donc tu es romancière, journaliste, chroniqueuse. Tu as publié un certain nombre d'essais et de romans, parmi lesquels je vais citer Erreur avouée, Noir délire, J'ai oublié de la tuer, Le bal des hypocrites, je les cite pas tous. Tu as des thèmes de prédilection à l'enfance, bien évidemment les rapports entre les hommes et les femmes, le droit des femmes, l'amour. On va revenir là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on commence par ton parcours. Tu as grandi à Paris, une famille qui était à la fois simple et pas simple. Simple parce que tu étais dans une famille plutôt bourgeoise à Paris, avec un certain confort, mais en fait, la réalité, c'est que la vie n'était pas si simple que ça, puisque tu as grandi avec uniquement ta mère qui ne nourrissait pas intégrante d'intérêt pour ta personne et qui te laissait un petit peu de côté. Donc finalement, tu as grandi un peu par toi-même. Alors, ma mère ne nourrissait pas un grand intérêt pour les enfants en général. C'était pas moi en particulier. Faut être honnête, elle avait rien contre moi. Et ma mère est une femme qui n'a pas un sentiment maternel très développé. Néanmoins, elle a pensé bien faire, étant consciente qu'elle n'avait pas ce sentiment maternel, en me laissant au bon soin d'une nurse. Et il se trouve que voilà, ça s'est pas très bien passé avec cette femme. Je dirais pas que je me suis du coup entre guillemets élevée seule, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Les parents de mes amis ont été extraordinaires durant toute mon enfance et je serais sans doute pas devenue celle que je suis devenue sans eux. Alors ensuite, tu fais des études, donc tu fais le lycée à Paris, tu rejoins l'école supérieure de journalisme, dont tu es diplômé en 2000. Tu fais tes débuts comme pigiste près de différents journaux assez prestigieux, Paris Match et Le Figaro. Et alors, comment t'es venu l'attrait pour l'écriture, pour la littérature? Une parenthèse, en même temps que je faisais mon droit, en même temps, lapsus révélateur, en même temps que je faisais l'ESJ, donc l'école supérieure de journalisme, j'ai fait mon droit à Assas. Ça explique peut-être la suite de mon parcours, enfin mon parcours plus immédiat, c'est-à-dire ma volonté, par exemple, mon dernier livre a quand même en bandeau une référence au droit. Et je pense que sans doute ma sensibilité par rapport à l'état de droit dans lequel nous vivons vient aussi du fait que j'ai fait des études de droit et que ça m'a, entre guillemets, ça m'a cortiqué le cerveau en fonction de ça, quoi. C'est, pour moi, la société est quelque chose qui est régi par notre droit et c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas anecdotique. Et alors, comment m'est venue l'écriture? Alors ça, je sais très, très bien. C'est que, comme je te le disais, cette dame à laquelle ma mère m'avait confiée était une dame marocaine, très gentille au fond,
mais que la vie avait rendu alcoolique parce qu'elle avait vécu des choses très difficiles, notamment un accident de voiture très important dans lequel il y avait eu des morts, dont sa meilleure amie. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est pas quelqu'un de méchant à l'origine, c'est quelqu'un que la vie a fait sombrer dans l'alcool et comme souvent l'alcool rend violent. Et c'était son cas. Et cette femme ne lisait pas le français du tout. Et elle le parlait plutôt pas mal, mais elle ne le lisait pas du tout. Et donc très très tôt, pour m'évader et m'extraire de son comportement et de sa violence, je me réfugiais dans la lecture et dans l'écriture parce que j'avais l'impression, et c'était pas une impression fausse d'ailleurs, que c'était quelque chose que je pouvais garder à moi et qu'elle ne pouvait ni juger, ni corriger au sens propre comme au sens figuré, ni punir, puisqu'elle n'y comprenait absolument rien. Et donc j'ai commencé très tôt à lire des histoires, très tôt à écrire tous les jours ce que je pensais, et notamment à me défouler un peu parce qu'une enfant, quand elle reçoit des coups, elle a envie d'en donner. Quand elle peut pas en donner, bah, elle les écrit. C'était une façon de me défouler. Et très vite, j'ai commencé à écrire des histoires. J'ai écrit, parce qu'il n'y avait pas le choix, des rédactions à l'école parce que c'était des exercices imposés. Ma professeure de français m'a dit que je devrais en faire mon métier. Et donc, j'ai décidé que je ferais ça de ma vie. Je lui ai demandé comment faire. Elle m'a dit, il faut écrire tous les jours. C'est un sport, l'écriture. Et comme tous les sports, il faut s'entraîner. Sinon, les muscles s'atrophient. Et donc, j'ai voulu écrire tous les jours, tous les jours. Et j'ai voulu très vite, du coup, devenir auteur. Et ma mère, qui a plein de défauts, mais qui n'est pas nécessairement de mauvais conseils, m'a dit, sois auteur si tu veux, mais à ce moment-là, forme-toi dans une école qui si tu n'arrives pas à publier des livres, te permettra de concilier un peu, en gros, le gagne-pain et ta passion. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'ESJ, en fait, c'est en écoutant les conseils de ma maman. On arrive du coup, tu es diplômé en 2000. J'ai noté que ton premier essai était publié en 2003, qui s'appelle Erreurs avouées. Tu es allé interroger, recueillir des témoignages auprès de personnages publics pour qu'ils te confessent leurs erreurs. L'idée m'est venue. Moi, je suis un bébé télé, ce qui paraît dingue quand on sait qu'aujourd'hui, depuis quasiment 10 ans, je n'ai plus de télévision. Mais j'ai vraiment été de cette génération élevée, biberonnée, éduquée à la télévision, et j'ai toujours été très étonnée de ce que les émissions qu'on appelle les émissions d'accueil. Donc, toutes ces émissions de plateau où un invité, en général en promo, vient et on refait son parcours, on lui pose des questions, parfois on lui fait des surprises, enfin tout un tas de choses comme ça. Toutes ces émissions ne parlaient et ne vantaient, avec une certaine logique d'ailleurs, que les réussites de leurs invités. Et moi, étant au tout début de ma vie professionnelle et ayant déjà eu un parcours un peu cabossé, je me disais, bon, bah, en gros, il y a ceux qui ont des parcours linéaires et puis il y a tous les autres. Et en m'intéressant petit à petit à leur vie, je me suis aperçue que non, qu'il y a des traversées du désert, qu'il y a des accidents de la vie, qu'il y a des gros chocs, des gros ratés, des énormes loupés. Et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, en étant vraiment comme ça à 20 ans, au tout début d'une vie, d'essayer de savoir non pas quelles étaient leurs erreurs d'un œil voyeuriste, parce que ça m'intéressait moyennement, mais surtout de savoir comment ils s'en étaient sortis. Et c'était ça l'objectif de ce livre, c'était d'aller voir 10 hommes, parce qu'à l'origine, il était prévu de faire une version au féminin, ça s'appelle Erreurs avouées, et il y avait un petit sous-titre au masculin, parce que si je n'avais pas rencontré quelques problèmes, eh bien, il y aurait eu le même au féminin. Et l'idée, c'était d'aller voir 10 hommes, tous de milieux différents. Donc, il y avait, par exemple, Jacques Séguéla pour la publicité, il y avait Frédéric Becbédé pour la littérature, il y avait Enki Bilal pour ce qui est de l'illustration, il y avait Calogero pour la musique. Enfin, voilà, tout un tas un aéropage complètement hétéroclite comme ça, et de leur demander, évidemment, pour entrer dans le sujet, quelle était la plus grosse erreur de leur vie, mais surtout,
comment s'en est-il sorti pour avoir finalement réussi à devenir ce qu'ils étaient devenus, ou en tout cas avoir pu dépasser l'accident de parcours. Et ça a été très, très, très intéressant à faire, si ce n'est que j'avais choisi pour la politique Monsieur Dominique Strauss-Kahn et que l'histoire qui s'en est suivie a prouvé que j'aurais mieux fait d'en choisir un autre. Pour moi, il y a deux dimensions dans ton parcours, dans ton œuvre et dans tes combats. Une première dimension qui est celui de la nuance. Je vais y revenir, et un certain rapport que tu as avec l'adversité. Alors la nuance, je l'ai déjà évoqué au cours d'épisodes précédents. Fortitude aurait pu s'appeler nuance au pluriel. Il y a quelques années. Parce que mon dernier livre s'est appelé très longtemps, vraiment jusque peut-être 3 semaines avant sa sortie à tout casser, peut-être même 2 semaines, il s'est appelé Nuancé. Donc c'est drôle. Oui, effectivement, moi j'ai encore les documents à l'époque quand je draftais un petit peu le pitch et les idées qui fusaient dans tous les sens. Qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast? Je l'avais appelé Nuance parce que je me suis aperçu depuis quelques années que les sociétés occidentales, la nôtre aussi, connaissaient des évolutions que je trouvais pas extrêmement positives. Et parmi ces évolutions, il y en a une qui me touche particulièrement, qui est cette tendance à définir les individus ou l'individu ou les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on côtoie, au regard du groupe auquel ils appartiennent. Avant toute chose, que ce soit la race, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit le statut social. Et ce que je trouve terrible avec cette démarche, c'est qu'elle renie ce qui pour moi fait l'individu, avec un grand I, à savoir ses choix, ses décisions, ses actions, avant toute chose, les actes qu'il accomplit, ses combats, ses défaites, ses victoires, ses torts, ses réussites, bref, ce qui ressort de son action par rapport au monde, et non pas à la fiche identitaire qu'on peut lui coller et qui effectivement qu'on peut pas renier. Hein. Tu es blanc, je suis blanc, on va pas décider autrement, on va pas le changer, mais je considère pas que ce soit ça qu'on doit regarder au premier chef. Et donc, pour en revenir à Fortitude, l'idée pour moi, c'était aussi d'illustrer avec la vie, les parcours de mes invités, alors qu'on va pouvoir les identifier selon un certain profil, se rendre compte que leur expérience de vie casse justement des idées reçues, casse des identités qu'on peut coller sur leur front, et que avant tout, on se définit par la manière dont on gère nos vies, la manière dont on la mène et les choix que l'on fait. Quand je me suis intéressé à ta vie, à ton œuvre, commencez par lire La paix des sexes, qui est ton dernier ouvrage, où tu écris le passage suivant que je vais lire. Alors, tu parles de la cancel culture, donc de cette tendance actuelle qui nous vient des États-Unis et qui consiste à effacer quelqu'un en considération parfois d'une déclaration, d'un mot qui a été dit, d'un tweet ou éventuellement d'une erreur passée. Et donc dans ce chapitre-là, tu écris la chose suivante, puisque tu évoques ta réaction par rapport au phénomène MeToo, et qui était déjà une réaction nuancée à l'époque. Et là, c'est cette phrase qui m'a marqué. La nuance devient courage, car elle impose une rigueur dont beaucoup se soustraient au bénéfice d'une binarité morbide. Et alors du coup, moi, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que la nuance pour toi, en quoi elle est si importante aujourd'hui et pourquoi elle est si difficile à accepter et à mettre en œuvre. Alors, vaste question. La nuance, pour moi, c'est d'essayer de toujours se poser la question de jusqu'où ne pas aller trop loin dans certaines convictions, de ne pas se radicaliser dans une idée, même si elle part d'une vraie souffrance ou d'un bon sentiment ou d'une vraie indignation ou d'une légitime indignation, en se posant aussi la question de garder toujours à l'esprit toutes les composantes d'un problème. Je m'explique. En gros, on peut très légitimement, par exemple, s'indigner de certaines décisions de justice suite à des affaires atroces d'inceste, de viol, de violences sexuelles, qui sont des questions qui reviennent souvent dans mes combats. Et très légitimement, on peut s'indigner, par exemple, de certains avocats d'accusés qui se servent de possibilités laissées par le droit
pour essayer de sauver leurs clients qui sans doute souvent sont coupables. Donc on s'indigne. Et il faut faire très attention que, par exemple, cette indignation ne se transforme pas en revendication de changement de loi en fonction de ces affaires spécifiques, parce qu'on est tellement indigné, et cette indignation, elle est légitime, qu'on veut absolument que tout change. Et pour moi, la nuance, appliquée à des cas comme cela, par exemple, c'est se poser la question de s'extraire du cas particulier, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de se dire pourquoi, par exemple, dans ce cas-là, la loi est comme ça, quels sont les avantages du fait qu'elle soit comme ça et quelles seraient les conséquences du fait qu'elle soit autre, pour ne pas être dans la réaction immédiate et dans une radicalité qui peut être finalement nuisible in fine à l'intérêt collectif. Et ça, cette nuance, cette nécessité de nuance, elle peut s'appliquer, je pense, à tous les moments de la vie. Il est toujours, quand j'écris et quand je dis et quand je pense que parfois ça impose de penser contre soi-même, ce que je veux dire, c'est que très souvent, on nous dit depuis qu'on est petit, il faut jamais réagir à chaud. C'est parce qu'à chaud, je pense que de façon naturelle, on n'est pas capable de nuance. L'humain, à chaud, il va se révolter, il va s'indigner, il va s'emballer. Dans le cas contraire, il va s'émerveiller de façon extraordinaire. Et la nuance nécessite d'avoir un peu de recul pour remettre les choses en contexte, pour se poser la question de tous les éléments du problème. Alors quand c'est un émerveillement, c'est pas très grave. Quand on sort d'une pièce de théâtre et qu'on a été absolument émerveillé et qu'on dit c'est la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue de tous les temps, bah c'est joyeux et c'est sincère. Et le problème, c'est quand ces emballements, dans un cas comme dans l'autre, deviennent des revendications de changement complet de la société. Mais comme c'est le cas de certaines revendications féministes qui légitimement et très sincèrement révoltés par certaines affaires, veulent changer tout le système de notre justice tel qu'il est, sans se poser la question de savoir quels sont aussi les bénéfices de cette justice. Et dans ces cas-là, pour rester sur ces sujets-là, la nuance revient à citer Voltaire: je préfère hasarder de sauver un coupable que de prendre le risque de condamner un innocent. Ça, c'est un propos nuancé, alors que l'élan du cœur et qui devient parfois radicalité, c'est de dire quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression très à la mode ces temps-ci, on met tout le monde en tôle. Et bon, s'il y a un ou deux innocents dans le lot, il y aura quand même 99 coupables, donc c'est pas si grave. Et ben la nuance, c'est de se dire que si, peut-être c'est grave, et que tout aussi légitime soit notre indignation, il convient de la nuancer pour l'intérêt collectif et la protection du tout à chacun dans la société. À l'ère des réseaux sociaux où la radicalité du propos, l'excessivité du propos, quand vous allez faire un tweet en disant décision de justice absolument à vomir, changeons les lois, le gouvernement coupable, bon, bah, ça va générer beaucoup plus de clics et ça va générer beaucoup plus de réactions, et les réseaux sociaux vous poussent à ça parce que c'est dans leur modèle économique. Plus il y a de clics, plus il y a de pubs, plus il y a de pubs, plus il y a d'argent qui rentre. Donc tout ça fait partie d'un système auquel les réseaux sociaux participent plus que de raison. Et dès lors que vous essayez de modérer ça et de rentrer dans la nuance, bah forcément, vous êtes à contre-courant de la pensée mainstream. Et je sais pas si c'est un courage, mais en tout cas, il faut savoir rester debout face au courant inverse, et c'est pas toujours évident. Et juste pour conclure, en écrivant le livre dont tu parles, donc mon dernier, La paix des sexes, mais aussi en faisant la promotion, je me suis posé la question de savoir pourquoi finalement la nuance n'avait pas meilleure presse. Et j'en suis arrivée à une conclusion assez simple, mais assez triste finalement, qui est de me dire que la nuance, ça ne tenait pas en 280 signes sur Twitter. C'est bien plus compliqué que ça. Et on est quand même dans une société où Twitter fait un peu sa loi maintenant, où on a des chefs d'État qui dirigent des pays à coups de tweets. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte, en voulant essayer parfois d'apporter de la nuance à des contradicteurs sur les réseaux sociaux,
qu'un tweet n'y suffisait pas, parce que le principe de la nuance, c'est de dire oui, mais. Et le mais, il tient pas sur les 280 signes. Il y a que le oui ou le non qui tiennent sur 280 signes. Je suis toujours assez fasciné de voir que les challenges que nous avons aujourd'hui sont présents depuis un certain nombre de siècles et voire de millénaires, puisque Sénèque écrivait déjà à l'époque sur justement cette tendance qu'on peut avoir à rejoindre un peu la masse et les foules pour pas se démarquer et pour justement ne pas avoir à faire ce travail de nuance. Il écrivait déjà à l'époque: le meilleur à nos yeux est toujours ce que recherche et vante la majorité. Nous n'estimons pas une route bonne ou mauvaise en soi, mais d'après la multitude des traces de pas dont aucune n'est dirigée dans le sens du retour. Donc il y a 2000 ans, cette tendance était la même, et c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. Maintenant, je suis assez convaincu que ce n'est pas une fatalité et qu'il faut pouvoir justement s'y opposer. Alors, c'est intéressant. Il y a un contre-exemple, parce que du coup, les partisans de la nuance doivent nuancer leurs propos, sinon on n'est pas cohérent, on n'est pas crédible. Il y a, selon moi, un exemple un peu contraire de tout ça, et sur lequel j'aimerais revenir, parce que j'ai vu que j'ai constaté que tu étais une des rares personnalités publiques à être montée au créneau, avoir pris la défense. Je parle de Mila. À l'époque, je me souviens quand l'affaire Mila est sortie, j'ai été absolument consterné par la réaction moi aussi, des personnalités publiques. Alors là aussi, je modère mon propos et je rappelle à ceux qui nous écoutent que 80% des tweets sont générés par, je crois, 8% des utilisateurs. Donc il faut faire attention. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux n'est pas forcément le reflet d'une pensée majoritaire. En revanche, c'est l'expression d'une pensée qui s'exprime très haut, très fort, et qui représente pas forcément la pensée majoritaire. Mais je ferme la parenthèse. En tout cas, ce qui était clair à l'époque, c'est que on entendait plus de gens qui se défaussaient et qui ne la soutenaient pas que de gens qui la soutenaient. Et toi, tu fais partie de ces rares personnes qui est montée au créneau avec tous les implications que ça peut avoir. Hein. On était quand même quelques-uns. Il y avait Raphaël Enthoven, Sophia Aram, Caroline Fourest. Enfin voilà, je veux juste dire, j'étais pas toute seule, mais c'est vrai qu'on était peu. Ça, voilà, moi j'ai pas dit que tu étais toute seule, mais j'ai dit que vous étiez peu. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que, en ce qui concerne l'affaire Mila, finalement, il y a, pour le coup, on peut faire l'économie de la nuance et que c'est une situation, c'est une personne qui a droit à un soutien absolument indéfectible et sans nuance par rapport à tout ce que son combat implique et sa situation implique. Moi, il y a quelque chose que je dis souvent quand je fais des conférences dans les lycées, dans les collèges, qui sont très perturbés par l'affaire Mila. Justement, puisque je parle beaucoup de la nuance, et je dis, il n'y a que quelques points sur lesquels il faut faire l'économie de la nuance et sur lesquels je n'accepte aucune nuance. C'est les principes fondamentaux qui régissent notre société. Et dans ces principes fondamentaux, il y a la liberté d'expression. Et très souvent, je me suis aperçue qu'il y avait quelque part, volontairement ou involontairement, il ne m'appartient pas d'en juger, un véritable échec des médias dans la façon dont ils ont traité l'affaire Mila, puisque très régulièrement, je me retrouvais face à des classes majoritairement, entre guillemets, anti-Mila, et qui, à un moment donné dans la conversation, me posaient la question de savoir, est-ce que, vu que vous soutenez Mila, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ? Et en fait, il suffit de leur expliquer que la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou non, la question est de défendre de façon inconditionnelle la liberté qu'elle avait à dire ce qu'elle a dit. Tout comme la question est de défendre de manière inconditionnelle la liberté que Charlie avait de faire les caricatures que les dessinateurs ont fait, que les caricaturistes ont fait. La question n'est absolument pas de savoir si l'humour de Charlie fait rire les uns et pas rire les autres. La question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec le fait que Mila mette un doigt dans le cul du prophète. La question est de savoir, est-ce que ils avaient les uns et les autres le droit de dire ce qu'ils ont dit, et s'ils en avaient le droit, il n'est pas admissible en France de ne pas défendre leur liberté d'expression et de ne pas prendre complètement et presque organiquement
leur défense quand leur vie en vient à être menacée pour n'avoir absolument rien commis de répréhensible et d'illégal. Et pour moi, la question, elle est là. Et effectivement, cette question, elle ne souffre aucune nuance. Les principes fondamentaux de notre République ne souffrent aucune nuance. La laïcité ne souffre aucune nuance. La liberté d'expression ne souffre aucune nuance. Et c'est vraiment, ils sont très rares les points sur lesquels je mets de côté la nécessité et l'obligation de nuance, mais vraiment sur les principes fondamentaux. Comme leur nom l'indique, d'ailleurs, ce sont des principes fondamentaux. Et sur le fondamental, il n'y a pas de nuance à avoir et il faut être pour le coup absolument et complètement radical. On peut être nuancé dans les explications pour faire valoir le fait que l'on n'est pas nuancé sur ces questions-là. On peut essayer d'être pédagogique et justement, moi encore une fois, quand je suis face à des élèves dont je sais qu'ils ont été heurtés par les propos de Mila parce qu'ils les ont pris pour eux et ils les ont pris pour autre chose que ce qu'ils étaient, parce qu'ils les ont pris comme une attaque aux musulmans. Donc il faut rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le détail de l'affaire, on n'est pas tous obligés d'être parfaitement au fait des doigts dans le pied des prophètes. Mila il y a 2 ans de cela maintenant, sur les réseaux sociaux, dans une discussion avec ses followers de l'époque, en réponse, soit dit au passage, à des attaques lesbophobes, puisque Mila est bisexuelle et qu'elle était à ce moment-là plutôt intéressée par les femmes que par les hommes, et qu'un jeune homme l'attaquait sur ça en disant, je ne sais plus le détail, mais en gros que ça n'allait pas plaire au prophète. Elle a répondu, moi, le prophète, je lui mets un doigt dans le cul. C'était assez fleuri, pas forcément élégant, on peut dire ce qu'on en veut, c'était parfaitement légal et ça n'était en tout cas pas une attaque aux musulmans. Elle ne s'en est pas pris aux croyants, elle s'en est pris à un Dieu auquel elle est parfaitement libre de croire ou de ne pas croire. Et on est en France, dans un pays qui a séparé l'Église et l'État et qui a retiré le blasphème des choses répréhensibles, des paroles répréhensibles. Donc le blasphème n'est pas condamnable en France, ça n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays. Et en ce qui me concerne, je me félicite d'être née dans un pays où le blasphème n'est pas condamnable, et parce que pour moi, ce serait très compliqué, ça n'irait pas avec mes idéaux universalistes et avec toute la philosophie des Lumières dont je suis imprégnée depuis petite. Je ne pourrais pas vivre dans un pays qui n'a pas séparé comme ça l'Église et l'État. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, en France, c'est le cas. Et donc, je pense pouvoir dire, même si je ne veux pas parler en son nom, que Mila n'a absolument rien contre les musulmans, si ce n'est un très grand respect. Et elle a juste fait valoir son droit à n'avoir absolument rien à faire de ce Dieu-là et sans doute des autres aussi d'ailleurs. Et suite à ça, ses propos ont été balancés sur les réseaux, amplifiés et déformés, puisque c'est devenu Mila s'attaque aux musulmans, Mila est islamophobe, Mila est raciste. On peut discuter pendant des heures de savoir ce que veut dire islamophobe, puisque c'est une trouvaille fort intelligente des islamistes, selon moi, puisque l'islamophobie, on n'en a pas de vraie définition, mais bon, qu'importe. En tout cas, ce qui est absolument certain et ce qui importe, c'est que Mila ne s'en est jamais prise aux musulmans, Mila s'en est prise à un Dieu. On est absolument et parfaitement en France libre de vénérer ou pas, et auquel on est libre de croire ou non. Et au nom de sa liberté d'expression, elle avait parfaitement le droit de dire ce qu'elle a dit. Et défendre Mila ne veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Encore une fois, mon avis sur la question ne regarde que moi. Défendre Mila veut dire qu'on défend la liberté d'expression. Et j'ajouterais même, et je le lui ai dit, et je le pense très très fort, et je trouve important de le répéter, et je le dis quand je réponds à des jeunes qui me posent des questions sur Mila, il est important que chacun d'entre nous défende Mila, non pas parce que je demande à tout le monde d'avoir une passion pour Mila, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer des personnalités de ce qu'ils en voient, mais parce que en tenant bon, en ne s'excusant pas
comme beaucoup de réseaux islamistes le lui ont demandé et comme beaucoup de musulmans injustement heurtés ou vexés lui ont demandé. Je dis injustement, pas que leurs sentiments soient injustes, mais juste qu'il est peut-être impropre, puisqu'encore une fois, elle ne s'en est pas prise à eux, mais à une religion, mais même pas à un Dieu, pour être exact, en tenant bon, en affirmant et en réaffirmant sa liberté d'expression et son droit au blasphème, qui est notre droit à tous, elle a protégé cette liberté qui est la nôtre à tous. Et tant qu'elle ne cède pas, tant qu'elle tient bon, tant qu'elle a ce courage-là, parce que là, pour le coup, on peut parler de vrai courage, puisque c'est un courage qui lui a fait prendre et qui lui fait prendre des risques avec sa vie, tant qu'elle a ce courage-là, nous sommes tous assurés de continuer à vivre dans un pays qui consacre la liberté d'expression. Et si elle n'avait pas tenu bon, si elle n'avait pas tenu bon, on aurait pu se poser la question du devenir de la liberté d'expression dans notre pays. Et donc, voilà, en tant que Française, et je pense nous tous, en tant que Français, en tant que citoyens, on lui doit ce soutien, puisque en se défendant elle-même, finalement, elle nous a tous défendus. Il faut peut-être se dire aussi d'ailleurs qu'au moment où elle a tenu ses propos, c'est une parenthèse et ça ne doit pas jouer, mais néanmoins, c'est important. Elle avait 16 ans. Et qu'à 16 ans, on a souvent un langage un peu fleuri, soyons tous honnêtes avec nous-mêmes, qu'aujourd'hui elle a 18 ans, que suite à ça, elle a été déscolarisée, placée sous protection judiciaire très lourde, que son quotidien a été bouleversé, évidemment, que sa vie l'est toujours, et que tout ça est profondément révoltant. Tu as dit quelque chose de très juste quand tu expliques qu'elle nous a tous défendus. Et c'est d'autant plus remarquable, elle avait 16 ans au moment des faits, et qu'elle aurait pu choisir la facilité de s'excuser, de disparaître, de pas insister, j'en sais rien. Tout à fait, et comme d'ailleurs des personnalités beaucoup plus aguerries, beaucoup plus âgées, qui se sont retrouvées pas nécessairement face aux mêmes problèmes, mais face à des problèmes similaires, ont très souvent fait en s'excusant. Et elle a refusé de le faire, et je trouve que c'est d'un courage et d'une clairvoyance à un âge dingue, parce qu'à 16 ans, il fallait avoir ce courage-là, comme tu dis. Non seulement elle aurait pu s'excuser, mais elle aurait pu s'excuser, faire profil bas, changer de coiffure et d'identité, et prendre une vie pépère et normale. Mais que serait devenue après ça notre liberté d'expression à tous? Je suis assez sceptique sur ce qu'aurait été son devenir. C'est déjà la liberté d'expression suite à toutes les affaires auxquelles le pays a été confronté, de Charlie, en passant par d'autres affaires comme l'affaire, comme le drame Samuel Paty, et voilà, et d'autres drames similaires. La liberté d'expression est déjà quelque chose qui est devenu fragile, très abîmé, et je pense que ça aurait été compliqué de se relever d'un manque de courage qui aurait été parfaitement compréhensible de Mila, et elle n'a pas eu ce manque de courage-là. Elle a été extrêmement courageuse et extrêmement ferme, et encore une fois, je pense qu'en se défendant, elle nous a tous défendus, et je lui en sais gré. Aussi. D'ailleurs, le livre qu'elle a sorti, il s'agit pas de lui faire de la promo, mais pourquoi pas, après tout. Le livre qu'elle a sorti, il me semble que c'était chez Grasset, et qui est passionnant, honnêtement, sur sa personnalité, sur ce qu'elle est et sur ses valeurs, porte un titre qui résume tout ce qu'on vient de dire. Je suis le prix de votre liberté. Maintenant qu'on aborde le deuxième volet de notre entretien, après avoir abordé la nuance, aborder maintenant de manière un petit peu plus directe la force morale, la fortitude, et ce certain rapport que tu as à l'adversité. Beaucoup de gens te connaissent aussi par rapport à l'affaire DSK, qui t'a fait connaître du plus grand public, on va dire, puisque tu avais déjà ta carrière d'auteur avant cela, mais en tout cas, voilà, ton nom est apparu de manière... Entre nous, ça me convenait assez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir
sur l'affaire DSK en elle-même, plutôt une approche philosophique autour de ta démarche à l'époque, qui, je le rappelle, comme souvent pour les victimes d'agressions sexuelles, il s'écoule un certain temps, et voire même parfois ça ne se produit jamais, hein, mais il s'écoule un certain temps entre l'agression et la révélation de l'agression par la victime. Toi, il y a eu effectivement plusieurs années qui se sont écoulées entre l'agression dont tu as été victime par Dominique Strauss-Kahn et le jour où tu as décidé de porter plainte et de le faire savoir. Et ce qui d'ailleurs, pour moi, c'est apparenté un petit peu à... Tu t'es jeté dans la fosse au lion, véritablement, parce que alors que certaines mauvaises langues et esprits mal tournés pouvaient y voir une opération De com. de communication, et on se souvient de cette fameuse interview que tu avais donnée, je crois que c'était sur France 2 à l'époque, avec Pujadas, qui donne juste la nausée, en fait. Et je dis pas ça parce que je suis juriste, je dis pas ça parce que je suis un citoyen assez attentif du respect de mon prochain, mais je veux dire que tout est absolument nauséabond dans les questions qui te posaient à l'époque, qui étaient chargées de sous-entendus et de... Après, juste une parenthèse, beaucoup de gens, et peut-être même moi à un moment, en ont voulu à David Pujadas. Faut être parfaitement honnête, David Pujadas est un bon journaliste qui a posé ces questions-là parce que c'était les questions d'une époque et qu'il était dans cette époque. Et je pense que lui-même, enfin je pense pas, je sais d'ailleurs que lui-même aujourd'hui est le premier à être scandalisé par ses propres questions. Mais c'était les questions de l'époque. Il ne fait que poser les questions de l'époque et c'était ce que pensait l'époque qui est scandaleux et qui nous permet d'autant plus scandaleux aujourd'hui. Alors ta nuance t'honore. Ton recul t'honore. Après, je suis pas tout à fait, si je peux me permettre, tout à fait d'accord avec toi, parce que notamment, je trouve qu'il y a un manquement professionnel qui est lui objectif et qui est intemporel. Hein. C'est pas une histoire d'époque ou pas d'époque, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui reposaient sur des rumeurs, des choses qui ne pouvaient pas être des faits vérifiés au moins 3 fois auprès de sources différentes. Et que ça, c'est pour le coup, on reparle de responsabilité. Et ça, pour moi, voilà, c'est établi et c'est objectif. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est toujours compliqué de juger les mœurs ou les comportements d'une époque lorsque l'époque a changé. Et ce qui peut d'ailleurs, ce qui pourrait nous amener... Non, mais juste pour dire, je suis d'accord avec toi et je me souviens très bien de ces questions et elle reposait beaucoup sur des rumeurs. Est-ce qu'on lui aurait pas reproché de ne pas les avoir posées? C'est une vraie question. Je sais pas, je m'interdis en France. Tout à fait. Après, mon propos n'était pas de faire une vindicte contre Pujadas à sens propre. C'était plutôt d'exprimer ce que je ressentais ce que j'ai ressenti quand j'ai vu effectivement cette interview. Et pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer sur cette tendance, d'ailleurs, ça pourrait nous amener sur une autre conversation, mais ça nous amener trop loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le réflexe de juger le passé à l'aune de nos valeurs actuelles. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on peut juger le passé à l'aune de nos valeurs actuelles et notamment ces mouvements qui peuvent nous amener à reconsidérer des pans entiers de notre culture parce que effectivement les mœurs de l'époque, et je suis assez bien placé pour le savoir, j'ai sorti un livre qui s'appelle Ils avaient tout compris et qui parle de la pensée développée par les philosophes antiques il y a plus de 2000 ans. Quand on prend la responsabilité d'écrire qu'ils ont tout compris, alors que typiquement, en ce qui concerne la condition féminine, ils avaient plutôt rien compris, c'est bien la preuve qu'il faut quand même garder, bien évidemment, beaucoup de recul et de nuances dans la manière dont on peut juger les choses, non seulement plusieurs années après, mais a fortiori plusieurs millénaires plus tard. Mais parenthèse fermée. Pour moi, tu t'es jeté dans la fosse au lion. C'est quelque chose que tu as fait, peut-être pas totalement en mesurant l'impact que ça pourrait avoir sur ta vie, l'onde de choc que ça pourrait provoquer, et justement ce type de réaction. Et alors, moi j'aimerais te citer une phrase de Socrate sur laquelle j'aimerais ensuite que tu rebondisses pour nous expliquer qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a poussé
à faire cette démarche plusieurs années après. Cette phrase de Socrate: il ne faut donc nous mettre si fort en peine de ce que la multitude dira de nous, mais bien de ce que l'homme compétent sur le juste et l'injuste, notre seul juge, et la vérité même, en pourront dire. Ainsi, tu engages mal la discussion en avançant d'abord que nous devons nous inquiéter de l'opinion de la foule sur le juste, le beau, le bien et leur contraire. Mais en gros, c'est le qu'en dira-t-on. C'est la question du qu'en dira-t-on finalement. Et le rapport à la vérité. Et le rapport à la vérité. Et du coup, qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est le fruit de ton histoire? Est-ce que c'est ta philosophie personnelle? Quel type de conviction? C'est un mélange de beaucoup de choses. D'abord, les faits, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément tout suivi, et comme ils ont raison, les faits datent de 2003. En 2003, il faut savoir que j'ai déjà voulu porter plainte et que des avocats et des gens en qui j'avais confiance m'ont dissuadé de le faire. D'abord, aujourd'hui, à 42 ans, quasiment 20 ans plus tard, je tiens à dire que c'est ma seule et unique erreur de les avoir écoutés. J'aurais pas dû les écouter, j'aurais dû porter plainte. Passons, je ne l'ai pas fait et je comprends qu'il soit difficile pour plein de femmes qui viennent de subir des violences sexuelles d'aller immédiatement porter plainte parce que c'est complètement contre nature. Tout comme il est contre nature d'aller porter plainte quand on s'est fait cambrioler. Pourquoi on y va? Parce qu'on est remboursé par les assurances si on y va et qu'on ne l'est pas si on n'y va pas. C'est la seule raison. Quand on subit une violence, quelle qu'elle soit, c'est complètement contre nature d'aller porter plainte. Ce qu'on a envie de faire, c'est de rentrer chez soi, de se terrer, de prendre une douche, de se mettre dans une couverture bien chaude avec un pot de glace ou un chocolat chaud et de regarder quelque chose de bien idiot à la télévision pour penser à autre chose. Ça n'est sûrement pas de foncer dans un commissariat, d'aller raconter sa petite histoire, d'être envoyé dans la foulée à l'hôpital judiciaire et de rentrer dans une procédure compliquée. Néanmoins, c'est mon combat depuis, ça le sera toujours, et en cela, je m'oppose à beaucoup de féministes qui veulent, au contraire, repousser la possibilité de porter plainte ad vitam, puisqu'elles demandent l'imprescriptibilité de la plupart des faits de violence sexuelle. Moi, je trouve que depuis la loi Chiappa de 2018, on est arrivé à une prescription qui est parfaitement raisonnable, mais surtout, je pense que le combat, il est de faciliter au maximum la plainte immédiate, de la favoriser au maximum, puisque la justice ne peut se passer de preuves et que les preuves sont d'autant plus difficiles à trouver que le temps passe. Donc, j'aurais dû porter plainte immédiatement. Et il faut tout faire pour que les femmes puissent porter plainte immédiatement, les femmes ou les hommes. 10% des violences sexuelles sont aussi faites sur des hommes. Il ne faut pas les oublier, même si c'est peu de choses sur le nombre. Néanmoins, voilà, je pense que le combat est là. Maintenant, je ne l'ai pas fait. J'étais avec ça dans ma tête, avec le fait que je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. Encore une fois, on a commencé par là. J'ai fait des études de droit peu de temps, mais elles m'ont beaucoup marqué. Et pour moi, déjà, il y avait dès le début quelque chose de pas accompli. Avec toutes les raisons du monde, avec le fait qu'on m'a dissuadé de le faire, avec le fait que j'avais la crainte d'être, alors que j'étais au tout début de ma vie professionnelle et que ça se passait plutôt bien, il faut quand même le dire, parce que souvent on a essayé de dire que je m'étais accrochée à l'histoire des SK, histoire d'avoir un accélérateur, un booster de vie professionnelle. Bien au contraire, ma vie professionnelle démarrait plutôt bien, franchement. Je venais de signer avec une maison d'édition. J'étais en stage chez Hachette Philippe Aki à Paris Match. Et parallèlement, ma vie, entre guillemets, sociale et personnelle se passait plutôt bien puisque j'avais été embrigadée par Frédéric Becbédé dans la bande de ce petit milieu littéraire qui aimait faire la fête du temps où il était directeur de collection chez Flammarion. Donc tout ça était plutôt joyeux. Donc franchement, j'avais pas ni besoin ni envie de me mettre une affaire judiciaire sur le dos. Donc malgré tout, il y avait quand même, voilà, dans ma tête, le sentiment de quelque chose que j'aurais dû faire et que je n'avais pas fait. Et pourquoi j'aurais dû le faire et pourquoi ça me restait dans la tête? Parce que
moi j'ai toujours pensé qu'on était responsable de ses actes et responsable des souffrances possibles qu'on pouvait infliger, en tout cas de certaines dès lors qu'elles étaient illégales. Et on n'est pas toujours responsable du chagrin d'amour qu'on provoque, mais on est toujours responsable de l'agression qu'on commet. Et donc voilà, en cela déjà, mon propre comportement heurtait mes convictions puisque je ne portais pas plainte et que je suis de ceux qui pensent qu'il faut immédiatement porter plainte et mettre les gens face à leurs actes. Ensuite, il s'est passé que entre les faits de 2003 et le jour où je porte plainte en 2011, il y avait eu plusieurs alertes, plusieurs affaires qui avaient ramené ma propre affaire sur le devant de la scène, mais pas que ça, qui m'avaient montré que, au-delà de mon affaire personnelle, au-delà de ce qui m'était arrivé à moi, cet homme était dangereux pour les autres et que, en ne portant pas plainte, quelque part, j'avais le sentiment, impropre ou pas, c'est pas le problème, j'avais le sentiment de ne rien faire pour l'arrêter. Et que donc je portais une co-responsabilité de tous les actes qu'il pouvait commettre. Ces événements, c'était l'affaire Piroshka-Nagui, ces éléments, c'était des affaires qui m'étaient rapportées. Et à chaque fois, revenait dans ma tête le fait que je devrais porter plainte. Et à chaque fois, s'érigeait devant moi plusieurs barrages que je me mettais à moi-même. La peur, encore une fois, d'être estampillée comme celle qui aurait traîné DSK devant les tribunaux. C'est pas nécessairement quelque chose qui me faisait rêver. La peur de bêtement, la peur d'abîmer mon quotidien parce que ma vie, bon an mal an, avec plein de problèmes, parce que cette affaire était perpétuellement dans mon quotidien, mais malgré tout, bon, bah, elle menait son petit bonhomme de chemin et c'était compliqué de se dire qu'on allait tout perturber comme ça. Avec aussi le fait que j'étais moi-même en reconstruction puisque je suivais une thérapie et que à tort, encore une fois, je me disais que je voulais pas tout flanquer par terre. Bref, en tout cas, je ne portais jamais plainte. Et puis, il y a eu l'affaire américaine. L'affaire américaine, c'est Nafissatou Diallo à New York. Les gens n'ont peut-être pas fait attention, n'ont pas retenu ce petit point de détail qui n'en est pas un du tout. C'est que Dominique Strauss-Kahn est arrêté à New York. Il est sorti de l'avion parce que Nafissatou Diallo a porté plainte. Puis il est traîné, comme on l'a tous vu, à la une des journaux du monde entier avec les menottes. Et pendant plusieurs jours, la question va être de savoir s'il va être, le temps de son jugement, maintenu en détention ou pas. Et il faut savoir que, en général, dans la plupart des cas, dans ce genre d'affaires, la personne est laissée en liberté conditionnelle. Je ne sais pas si les termes que j'emploie sont exactement justes par rapport à la justice américaine, mais enfin, en gros, c'est l'idée. Et donc, tout le monde attend à ce moment-là, quand je dis tout le monde, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Le monde entier, les journaux du monde entier attendent de savoir s'il va être laissé en liberté conditionnelle ou pas le temps de son jugement, enfin le temps de son procès. Et son avocat argue du fait qu'il ne s'échappera pas. Et très honnêtement, on peut le croire. On imagine mal Dominique Strauss-Kahn foncer vers l'aéroport et vers l'avion pour revenir en France pour échapper à son procès. Donc c'était quelque chose qui était parfaitement entendable d'un point de vue rationnel. Donc on s'attend à ce qu'il soit mis en liberté conditionnelle. Or, le juge ou la juge, j'avoue que je me souviens plus trop bien, qu'importe, en tout cas on va dire le juge, même si c'est une femme possiblement, fait des recherches, ou en tout cas ses enquêteurs font des recherches, et ils retombent sur l'émission de Thierry Ardisson, 93 Faubourg, à laquelle j'avais participé en 2007, donc 4 ans plus tôt. Et ils font appel à des spécialistes qui lisent sur les lèvres, puisque je raconte au cours de ce dîner, au cours de cette émission, je raconte ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, mais le nom est bipé. Et ils font appel à des spécialistes qui lisent sur les lèvres, ils comprennent assez rapidement et assez facilement que c'est de Dominique Strauss-Kahn dont je parle. Ils considèrent
que donc il y a un précédent. Et dès lors qu'il y a un précédent, la question de la liberté conditionnelle devient beaucoup plus compliquée. Et donc, dans son argumentaire pour justifier de maintenir Dominique Strauss-Kahn en détention, le juge parle d'une affaire française. Et à ce moment-là, évidemment, que font les journalistes du monde entier? Ils cherchent l'affaire française. Et ce que les enquêteurs du juge ont trouvé, il n'est pas bien compliqué pour la plupart des enquêteurs du monde de le trouver. Et du coup, c'est là où tous les projecteurs se sont braqués sur moi. Il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Ça n'est pas moi qui ai absolument voulu qu'on parle de moi. C'est le juge américain qui, du coup, a provoqué ça. À partir de là, la question qui se posait à moi est pendant 8 ans et demi, tu n'as pas porté plainte parce que, notamment, tu ne voulais pas être la fille qui, machin. Bon, bah là, tu es la fille qui, tu n'as pas le choix. Que tu portes plainte ou non, c'est là. Donc, que veux-tu faire? Et pendant à peu près un mois, j'ai pas porté plainte tout de suite. Il s'est passé pas mal de temps. J'ai demandé à mon avocat d'abord de vérifier à hauteur de ce qu'il pouvait vérifier les faits américains, puisque j'en savais rien, moi. Et que, contrairement à beaucoup de féministes, je ne fais pas partie des gens qui, quand il y a une plaignante dans une affaire d'agression sexuelle ou de violence sexuelle, disent « je te crois ». Je suis de celles qui disent « je te respecte ». Mais je te crois, non, ni je te crois, ni je ne te crois pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Je suis ni juge, ni enquêtrice. Voilà, j'ai pas les éléments, je connais pas le dossier. J'ai pas les éléments pour savoir à chaque fois qu'une affaire éclate en France si je crois ou si je crois pas. Mais je te respecte. Et en ça, ce qui est arrivé bien plus tard, en 2017, MeToo a été une révolution merveilleuse qu'il faut louer parce que avant MeToo, il n'y avait pas le respect de la plaignante, le respect public en tout cas. Et MeToo a amené ce respect, même si, selon moi, certains égarements l'ont amené un peu trop loin et ont amené la sacralisation de la parole victimaire. Mais tant que c'était le respect, c'était bien. Et bref, tout ça pour dire que cette Nafissatou Diallo, je la respecte à ce moment-là de ma vie parce que je respecte toute plaignante, mais je ne sais pas si je la crois ou pas, j'y étais pas, je connais pas le dossier et donc j'envoie mon avocat David Kubi aux États-Unis. On essaye de faire ça un peu discrètement, ce qui n'est pas évident quand on a tous les médias aux fesses, pour parler un peu crûment. Mais il va aux États-Unis, moi pas. Moi, je refuse de rencontrer Nafissatou Diallo parce que je refuse que notre entente ou notre désentente puisse rentrer en ligne de compte et qu'on puisse parler de connivence ou de mésentente. Donc lui, il voit le dossier, il me fait part de ses impressions. Non pas que je voulais que ma plainte soit conditionnée par ce qu'elle avait vécu, pas du tout, parce que moi je sais ce que j'ai vécu et que quel que soit ce qu'elle a vécu, quand bien même ça aurait été une menteuse, ça ne change rien à ce que j'ai vécu moi, mais qu'il fallait pas être naïf non plus. On savait très bien qu'une plainte ici en France allait avoir des conséquences sur ce qui se passait là-bas, et donc on voulait mesurer ces conséquences et savoir si ma possible plainte allait indirectement soutenir une affaire en laquelle on croyait ou pas. Et donc il est revenu en me disant que voilà, que lui non plus n'était pas juge et qu'il n'était pas enquêteur non plus, mais qu'il lui paraissait impossible que cette femme mente. Par ailleurs, il y avait des éléments matériels et factuels dans le dossier qui nous confortaient dans l'idée qu'elle ne mentait pas. Après, moi, j'avais mon intime conviction et j'estime que j'avais le droit de l'avoir. Et par ailleurs, je savais ce que j'avais vécu. Donc, j'avais pas de problème par rapport à ça. Donc, il ne restait qu'une question, c'était de savoir si je voulais entrer là-dedans. Et je me souviens avoir demandé à David, j'ai dit, selon toi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'abîmer le moins possible? Et il m'a dit, dans tous les cas, tu vas en ressortir très abîmé. Et il a eu cette honnêteté-là. Je sais plus si les termes sont très exacts. Il faudrait que je relise Le bal des hypocrites, qui est mon journal de l'affaire que j'avais écrit à l'époque. Mais voilà, c'était quelque chose dans ce genre-là. Après, j'ai à cette époque beaucoup discuté avec Gisèle Halimi, qui
qui m'a dit qu'il y avait moi, qu'il y avait ma vérité, qu'il y avait la cohérence qu'il fallait avoir entre mes pensées, et qui ont toujours été, voilà, qu'il fallait assumer ses actes, et qu'il fallait, comme on l'a dit au tout début, se servir de cette boîte à outils qu'on avait à disposition, et qui faisait qu'on était dans un pays assez extraordinaire où nos libertés sont protégées et nos droits sont protégés finalement. Et mes actes, et donc il fallait mettre les deux en concordance. Et, euh, et, et pour tout dire, je suis allée promener mon chien très longtemps au bois de Boulogne, puisque je vis pas très loin et que j'avais un gros chien. J'ai toujours d'ailleurs un très gros chien, un break de Weimar, et j'ai regardé courir pendant 2 heures, et je me suis dit, il est temps de le faire. Donc, quelles qu'en soient les conséquences, il est temps de porter plainte. Il est temps de reprendre le pouvoir sur cette histoire qui me dominait depuis 8 ans et demi. Et pourquoi je dis que c'est important le fait que je sois en train de promener le chien? Parce que je me suis dit, en prenant cette décision, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences de cette plainte, de toute façon, il faudra toujours sortir le chien. Et ça a l'air idiot, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là de ma vie, parce que c'est très vrai. Et c'est un peu la même chose, mais à l'époque, j'en avais pas, mais c'est un peu la même chose quand on a des enfants. Pardon pour la comparaison. Mais quelle que soit la difficulté des moments qu'on vit, quelle que soit l'exposition, quel que soit le fait que vous aurez derrière vous des journalistes du monde entier. J'exagère pas du tout en disant du monde entier, hein, ça allait de la Chine à la Corée, en passant par l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, enfin voilà, tous les journalistes, les États-Unis évidemment, tous les journalistes à ce moment-là me couraient un peu après. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, il faut sortir le chien. Ça vous ramène à la réalité des choses, et ça vous oblige à garder les pieds sur terre. Tout comme, je suppose, si j'avais eu des enfants à l'époque, quoi qu'il arrive, il faut aller chercher les enfants à la crèche. Ça vous ramène à une sorte de normalité, ça vous fait relativiser tout ce qui peut se passer. Et je sais qu'à ce moment-là de ma vie, à chaque fois qu'il y a eu des moments où ça tanguait énormément, je me disais toujours ça. Je me disais, quoi qu'il arrivera, il y a 2 choses qui sont certaines, c'est que j'irai sortir le chien et je me coucherai ce soir. Donc voilà, et c'est ça qui a fait que j'ai finalement porté plainte, et que, ce faisant, j'ai aussi repris le pouvoir sur une histoire sur laquelle j'aurais dû reprendre le pouvoir depuis le début, et voilà, j'ai remis les choses dans l'ordre. Merci pour ce témoignage. Oui, Alors juste pour conclure là-dessus, j'exposerai simplement que du coup, tu as porté plainte, l'affaire a été instruite, l'agression sexuelle a été caractérisée, mais les faits sont prescrits. À partir de là, j'avais quand même, et encore, la possibilité de me constituer partie civile pour tentative de viol. Et j'ai décidé de ne pas le faire pour une raison qui était très égoïste et personnelle, qui est que les faits dataient de 2003. 2003, c'est le début de ma vingtaine, en gros. C'est mes 22, 23, 24 ans. Voilà, c'est le début de tout ça. 2011, j'ai 31 ou 32 ans. 32 ans. Donc, on est au début de ma trentaine, et je me souviens très bien avoir dit à David, je lui ai donné mes 20 ans, je vais pas lui donner mes 30. Parce qu'en fait, se constituer partie civile, c'était partir dans une procédure qui allait durer elle aussi de nombreuses années. Et je voulais pas lui offrir ça. Quand bien même il y aurait pu avoir une victoire au bout du compte, je dis pas qu'on l'aurait eu, hein, mais le dossier était quand même assez chargé. C'était ni gagné ni perdu. Je pense qu'on était sur du 50-50, donc en tout cas ça se tentait et ça se plaidait. Tout ça pour dire que non seulement j'avais de bonnes raisons de penser qu'en tout cas l'affaire aurait été gagnable, si ce n'est gagnée. En plus, Gisèle Halimi nous avait proposé, à David et à moi, si je me constituais partie civile, de venir renforcer le rang de la défense, ou de l'attaque plutôt, en nous aidant et en étant officiellement la deuxième avocate qui m'aurait défendue dans cette affaire. Donc voilà, j'avais vraiment toutes les raisons d'y croire et de penser qu'il fallait y aller.
Et très honnêtement, et vraiment, enfin voilà, je peux pas être plus vrai que de dire que c'est pas du tout ni la peur, ni quoi que ce soit d'autre, ni la peur de perdre, ni la peur tout court, qui ont fait que je me suis pas constituée partie civile. C'était vraiment très très intime, personnel et égoïste, la volonté d'avoir ma trentaine pour moi et de ne pas la donner à cet homme comme je lui avais donné mes 20 ans. Eh bien, écoute, merci Tristan. Alors, j'ai encore 12 000 questions, 12 000 choses sur lesquelles je voulais te faire réagir. Mais bon, malheureusement, on peut pas tout faire. Peut-être que tu reviendras un jour sur Fortitude. Voilà. Je l'espère pour peut-être ton prochain livre ou autre. Mais effectivement, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Tu es extrêmement sollicité à juste titre. Tu participes à beaucoup de choses et d'avoir pris le temps d'échanger avec moi C'est sur normal. Fortitude. C'était vraiment appréciable. Je suis très honorée que tu aies pensé à moi et je trouvais important et de le faire et de le faire bien. Justement, de prendre le temps de le faire bien. Écoute, voilà. En tout cas, je rappelle donc à ceux qui nous écoutent que ton dernier ouvrage, La paix des sexes, est paru aux éditions de l'Observatoire. Il est bien évidemment disponible partout. C'est un excellent ouvrage. Comme quoi, hein, je ne lis pas que ce qui a 2000 ans d'ancienneté. Et puis,